Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous. L'événement fait grand bruit pessimiste. Le 7 octobre dernier, en quasi remplacement du conflit russo-ukrainien en cours, Israël est attaqué par le Hamas. L'horreur du conflit est sans précédent. La réaction de l'État juif est d'autant inquiétante. Israël qui est, vous le savez, certainement soutenu par l'Occident. Mais le problème, c'est que le poison lent du deux poids deux mesures est en marche. Cet argument terrible sévit, c'est vrai, dans tous les conflits, mais il a une acuité particulière dans celui qui oppose les Israéliens et les Palestiniens depuis 1948. Beaucoup ont été confrontés à cette suspicion souvent légitime, encore plus souvent instrumentalisée, de favoriser un camp sur l'autre dans la distribution de la compassion ou de l'indignation. Comment comprendre cette sélectivité de l'émotion? Comment analyser les positions des pays africains dans ce conflit? L'Occident et la logique du deux poids deux mesures, c'est la trame de cette édition. On en parle Avec le docteur Fabrice Noah, politologue, enseignant-chercheur à l'université de Maroua, auteur de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan avec le professeur Severin Chetchoua Chokonte. Bonjour, docteur Fabrice Noah. Bonjour, Abdias. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Israël-Palestine, conflit sans fin. Oui, malheureusement, c'est à la conclusion qu'on peut aboutir parce que depuis la création de l'État d'Israël en 1947, on assiste à une suite de conflits. Et donc, ces conflits qui peuvent avoir, on va dire, deux raisons fondamentales. La première des raisons, d'abord, c'est la non-acceptation de l'existence de l'État d'Israël. Vous savez, la première guerre entre Israël et l'autorité palestinienne, ou bien, si vous voulez, les pays arabes, en 1948, c'est d'abord une guerre qui vient en contestation de la création de cet État. Et maintenant, le deuxième élément qui peut expliquer cette guerre sans fin entre Israël et la Palestine, c'est effectivement le fait que vous avez, depuis un certain nombre d'années, une politique qui est à la fois axé sur une guerre préventive. Ça veut dire qu'il faudrait prévenir, il faudrait annihiler toutes les velléités ou les stratégies d'attaque qui pourraient être comme cela fondées par des acteurs présents dans la bande de Gaza, ou alors le deuxième élément de cette politique, c'est aussi la colonisation, qui va donc effectivement, pour certains, consister à gagner du terrain sur les territoires palestiniens afin, n'est-ce pas, d'en faire des colonies de peuplement, n'est-ce pas, pour la population israélienne. Le samedi 7 octobre dernier, Israël a été à nouveau frappé. Comment expliquer que l'armée israélienne ait été ainsi lourdement frappée? Je pense que, et ça je prends en appui en réalité quelques analyses qui ont été faites par certains spécialistes de la question. Vous savez, le véritable problème qui s'est posé et qui se pose généralement, ça me rappelle, n'est-ce pas, un livre du général Desportes, Vincent Desportes, qui a été président de l'école de guerre de Paris, qui s'intitule La guerre probable. Et un des éléments centraux qu'il met en avant, n'est-ce pas, c'est que ce qui va poser problème dans la bataille contre, ou si vous voulez, dans les guerres asymétriques, c'est quelquefois cet orgueil qu'ont les armées nationales et qui se fondent sur leur supériorité numérique, leur supériorité technologique en termes d'armement et tout le reste. Et donc, l'analyse qui peut en être faite, c'est qu'effectivement, vous avez une armée israélienne qui est hyper équipé, qui a des capacités dans le renseignement technologique, dans le renseignement physique et tout, mais qui a toujours un peu négligé la menace que pourraient constituer effectivement des acteurs qui s'opposent à la politique
de droite qui est menée, n'est-ce pas, depuis plusieurs années aujourd'hui par le gouvernement israélien. Et donc, on peut expliquer l'attaque qui a été organisée et qui a fait de nombreux morts. Et on peut expliquer la réussite de cette attaque-là par on va dire, ce mépris, la négligence, parce qu'il y a des informations, justement, selon lesquelles, je crois, l'Égypte et quelques autres services de renseignement avaient prévenu Israël de l'imminence d'une attaque. Mais bon, il faut croire qu'on n'y a pas accordé l'importance qu'il fallait, l'intérêt qu'il fallait. Vous parlez là de l'Égypte, un pays africain. On reviendra effectivement au rôle que ces pays jouent dans ce conflit, mais déjà dans les milieux occidentaux, on parle du 7 octobre comme étant le 11 octobre à l'israélienne. Comprenez-vous cette occidentalisation de la récente situation en Israël? Oui, c'est vrai que cette attaque constitue un véritable traumatisme, il faut le reconnaître. À toute proportion gardée, on peut voir, si l'on se fie au nombre ou à la population israélienne, on peut estimer effectivement que le traumatisme est quasi similaire. Il faut voir que les deux événements se rejoignent au moins sur 2 points. Le premier point, effectivement, c'est qu'il y a eu une négligence des renseignements qui avaient été donnés. C'est la même chose qui a causé les attentats de New York et du Pentagone. Donc, vous pouvez voir ça comme signe, comme parallèle. Le deuxième élément également que vous pouvez prendre en considération, effectivement, c'est la surprise. C'est la surprise parce que de la même manière que les attentats du 11 septembre ont surpris les États-Unis, vous avez cette attaque-là du Hamas, effectivement, qui a surpris Israël. Et voilà, en stratégie, la surprise est un des facteurs de réussite, n'est-ce pas? Si vous voulez, effectivement, gagner une guerre, si vous voulez provoquer un important traumatisme chez votre adversaire, il faut réussir à le surprendre. Et je pense donc que ce sont ces éléments-là qui peuvent expliquer actuellement le traumatisme et peut-être même la riposte un peu disproportionnée de l'État d'Israël. Et justement, l'État d'Israël qui est soutenu par l'Occident, on le sait. Premier constat, ferme condamnation, avec raison, des frappes du Hamas contre Israël, mais sans peu dire mot sur les victimes palestiniennes. Quel est votre commentaire sur cette logique de l'Occident, cette logique du 2 poids, 2 mesures? Alors, je peux faire 2 observations. La première des observations va se fonder sur des éléments historiques. Vous avez il faut reconnaître que le traumatisme de la Shoah est toujours présent. Et vous avez l'impression effectivement que beaucoup de pays occidentaux alliés d'Israël ont l'impression qu'ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux pour éviter les pogroms et toute cette horreur-là qui a été commise par les nazis. Et donc, parce qu'on a ce sentiment-là de culpabilité dans une certaine mesure, on se dit, voilà, on doit s'arranger pour que cela ne se reproduise plus et surtout donner les moyens à Israël de pouvoir se défendre. Et donc, vous avez la lecture qu'on peut faire donc, de ce soutien inconditionnel, c'est que, voilà, Israël, le peuple juif, c'est un peuple qui a été voué à disparaître, n'est-ce pas? Il a failli disparaître. Et donc aujourd'hui, la géopolitique israélienne peut se fonder sur un seul, peut-être, on va dire résumé à un seul mot, c'est survie. Ça veut dire chaque fois que nous attaquons les Palestiniens, chaque fois que nous faisons une guerre préventive, en réalité, nous luttons pour notre vie. Et il faut reconnaître quand même que c'est Israël, ce sont les pays arabes qui sont autour. Donc, vous avez cette lecture-là qui va donc faire effectivement qu'on ait ce soutien inconditionnel. Vous avez également un formidable travail de lobbying. Vous savez que l'AIPAC, par exemple, aux États-Unis, c'est quand même l'association juive qui va, ou devant laquelle la plupart des candidats à l'élection américaine vont se rendre parce qu'ils savent quel peut être le poids de cette association-là. Et donc, c'est
c'est un peu comme si on a l'obligation, en réalité, de jurer fidélité au pacte de solidarité entre Israël et par exemple, les États-Unis et d'autres pays encore occidentaux pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc, il y a ce formidable travail de lobbying aussi qui peut expliquer cette situation, mais reconnaissant également que ce soutien a d'autres explications. C'est quand même, je ne vais pas emprunter à Samuel Huntington, mais peut-être vous allez poser la question après, mais on est comme dans un choc de civilisation parce que, à la réalité, vous avez la civilisation judéo-chrétienne, n'est-ce pas, qui est dans une sorte de solidarité, volonté de se préserver. Il ne faut pas lire l'attitude d'Israël sans rapport avec la montée de l'extrême droite en Europe et en Occident de manière générale, parce que l'extrême droite, généralement, je ne vais pas faire de caricature, mais elle vise principalement la préservation de l'identité chrétienne de l'Occident. Et donc, c'est dans cette logique-là que ce soutien-là peut s'expliquer. Et donc, ça explique un peu le fait que, voilà, on semble fermer les yeux sur les exactions qui sont véritablement nombreuses, n'est-ce pas, qui peuvent être commises par l'armée israélienne. Est-ce que c'est le même commentaire que vous auriez du traitement médiatique du conflit dans les milieux occidentaux? Oui, vous avez un traitement médiatique qui est généralement... on a l'impression qu'on est dans une logique une lecture unique du conflit. Bon, c'est vrai que vous avez quelques médias quand même qui essayent de parler des victimes de part et d'autre, qui essayent de souligner un peu le caractère incompréhensible de l'attitude de l'armée israélienne et plus généralement du gouvernement israélien. Mais vous en avez très peu qui essayent, ou si vous voulez, qui vont s'intéresser aux véritables raisons de ce conflit, parce qu'il faut reconnaître quand même que, et ça, si vous vous intéressez, parce que vous avez quand même une sorte de traitement bipolaire. Vous avez d'une part ce traitement qui est pro-israélien dans l'essentiel des médias occidentaux, mais vous avez aussi à côté des médias arabes qui ont un traitement de l'information également qui n'est pas tout à fait objectif et qui est surtout pro-palestinien. Donc, je pense que malheureusement, on trouve très peu de médias actuellement qui sont suffisamment objectifs pour analyser la question. Vit-on décidément, on en arrive à la question que vous souleviez il y a quelques instants, vit-on décidément un choc de civilisation en Israël? Oui, je crois qu'on vit un choc de civilisation, même si on peut mettre en avant d'autres raisons qui sont géopolitiques, parce que effectivement, dans le conflit israélo-palestinien, il y a aussi un conflit qui est lieu et qui a un lien avec le contrôle des ressources. Vous avez la mer Méditerranée qui est à côté, vous avez des terres dont la colonisation juive s'explique justement par cette volonté d'acquérir ou de récupérer des ressources qui sont jusque-là sous le contrôle des Palestiniens. Vous avez un accès à la mer qu'on veut plus important. Vous avez également la volonté pour l'État d'Israël de pouvoir conquérir des espaces qui lui permettront justement d'avoir un meilleur contrôle sur ses voisins qui ne sont pas, ou si vous voulez, qui ont une politique israélienne erratique, n'est-ce pas, une politique étrangère envers Israël qui est plutôt erratique, qui est changeante, qui est fluctuante. Et donc, il y a des raisons géopolitiques qu'on peut mettre en avant, mais on ne peut pas oublier que, au-delà de tout, le contexte géographique nous oblige à emprunter, n'est-ce pas, à Samuel Huntington, justement, les instruments qui lui ont permis d'expliquer ou de mettre en avant, de théoriser, n'est-ce pas, le choc de civilisation. Donc, effectivement, il y a une part de choc de civilisation, justement, entre la civilisation arabo-musulmane et la civilisation judéo-chrétienne, n'est-ce pas, et qui se manifeste tout au long de ce conflit, du moins depuis 1948. Et vous le disiez il y a quelques instants, est-ce que justement Israël joue la carte de sa survie idéologique?
Israël joue la carte de sa survie. C'est un fait qu'on ne peut pas dénier. Mais vous savez, toute justification est bonne pour expliquer une guerre préventive. Vous avez eu la guerre entre les États-Unis, je veux dire l'opération de 2003, la guerre en 2003 entre les États-Unis et l'Irak. Ça a été une guerre préventive pour une raison qui s'est avérée être fausse. Toujours est-il qu'en matière de communication, lorsqu'il s'agit de justifier une guerre, on essaye d'utiliser les arguments qui vont permettre à... Parce qu'une guerre se gagne aussi avec l'opinion publique. Si vous avez une opinion publique, les États-Unis ont eu maille à partir dans la guerre au Vietnam à cause de l'opinion publique qui, à un moment donné, s'est interrogé sur la justesse d'un conflit entre les États-Unis justement et le Vietnam. Donc vous avez cette importance-là. Il faut pouvoir avoir une justification qui permette à l'opinion publique de se mettre du côté du gouvernement, de se mettre du côté de l'armée. Et donc, on peut expliquer, on peut peut-être justifier un peu la guerre par cette volonté de survie, même si l'argument peut être un peu discutable, en ce sens qu'il n'y a pas une véritable menace existentielle, à mon sens, selon la lecture que je fais, envers Israël. Vous avez des pays peut-être qui peuvent avoir, ou alors le Hamas et d'autres acteurs militaires non étatiques qui peuvent vouloir mettre à mal la sécurité ou, si vous voulez, la stabilité de l'État d'Israël, mais je ne suis pas certain qu'il existe dans la proximité, peut-être à part l'Iran. Vous n'avez pas beaucoup de pays aujourd'hui qui ont pour ambition d'éradiquer Israël et qui ont les moyens, n'est-ce pas, de cette politique-là. Donc, cette opinion peut se justifier, mais elle est tout à fait discutable. Justement, pourquoi l'Occident n'accepterait-il pas ce qu'il qualifie de la guerre que la Russie mène en Ukraine, ou comparaison démesurée? Non, je crois que... je pense que ce que les Occidentaux vont mettre en avant, c'est que les motivations des uns et des autres sont différentes. Vous avez une configuration dans laquelle c'est dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine qui donne le premier coup, c'est la Russie qui attaque, c'est la Russie qui essaye d'envahir. Si on va sur le terrain des opérations, si on va au-delà je vous ai parlé du motif de la guerre, et donc on peut justifier une guerre par n'importe quel moyen. Je peux vous dire aujourd'hui, je vais faire la guerre à Abdias tout simplement parce qu'il a porté une veste alors qu'il ne devrait pas en mettre devant moi. Vous voyez, on a tous les motifs et on peut les expliquer de la même manière, donc effectivement, que la Russie peut expliquer être rentrée en guerre, son intervention, par le fait que l'Ukraine a montré des velléités de rapprochement avec l'OTAN, avec l'Union européenne et tout. De la même manière, aujourd'hui, Israël peut expliquer son attaque, mais vous avez quand même, je vais dire sa riposte, mais vous avez quand même une situation dans laquelle c'est pas, dans le cas de cette guerre, ce n'est pas Israël qui a donné le premier coup, et c'est pour ça que la plupart des médias que vous allez suivre, la plupart des interventions d'hommes politiques que vous allez, occidentaux s'entend, que vous allez suivre, vous explique que l'attitude d'Israël aujourd'hui, c'est une riposte en réalité. C'est une réponse justement à une attaque, alors que en réalité, la Russie ne ripostait pas. La Russie menait une guerre de conquête en réalité, qui, je veux dire, mène une guerre de conquête aujourd'hui en Ukraine. Revenons au conflit entre Israël et Palestine ou le Hamas précisément. Le déclenchement de violences sur les réseaux sociaux en témoigne. Le sujet du conflit israélo-palestinien est plus que jamais à vif et inflammable, passionnel, avec deux camps inconciliables. Pourquoi un tel climat d'exacerbation? Je pense que c'est déjà un élément qui se rapporte même à la nature du conflit. Vous savez, le conflit israélo-palestinien a ceci de particulier qu'il laisse très peu de place à une analyse objective. Il laisse très peu de place à une analyse objective. Et donc, les gens qui vont agir, si vous faites une sorte de comparaison, vous avez une majorité d'Occidentaux, je crois, aux premières heures de la guerre, qui ont été pro-israéliens. Vous en avez une bonne partie, certes, qui supporte, ou si vous voulez, qui plaide en faveur de la cause palestinienne, mais de manière générale, vous aurez également une identité sociologique
propre à ceux qui vont défendre généralement Palestine, au-delà de tout ce qu'on peut voir. Je ne vais pas faire de caricature, mais vous allez vous rendre compte que beaucoup d'Occidentaux qui vont supporter la cause palestinienne, c'est au-delà de tout ce qu'on peut avoir. Il y a des gens qui sont naturellement sensibles à la cause palestinienne, mais vous avez beaucoup, par exemple, de musulmans, parce qu'il y a cette solidarité. Vous avez beaucoup d'Arabes, de personnes d'origine arabe, qui vont soutenir donc la cause palestinienne. Vous avez beaucoup d'intellectuels aussi qui le font, parce qu'ils ont une histoire avec cette cause. Mais donc, on revient sur la question du choc des civilisations, et donc, ça peut expliquer cette déferlante de violence, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je crois que ça s'explique aussi par le fait que beaucoup de gens mettent de côté la raison pour surtout laisser parler le cœur. Alors, l'Afrique, en quoi est-ce que notre continent est-il concerné par le conflit israélo-palestinien ? L'Afrique est concernée par le conflit israélo-palestinien pour deux raisons, minimalement. La première des raisons, c'est au nom des relations que l'Afrique a avec l'État d'Israël. Vous savez que l'État d'Israël, quand même, c'est un partenaire très important de nombreux pays au niveau de la recherche et du développement, au niveau de la recherche agricole. Vous avez beaucoup de projets dans lesquels qu'Israël finance, dans lesquels l'État d'Israël est engagé. Vous avez également, dans le cas particulier du Cameroun, vous avez une coopération militaire qui est très importante avec le BIR, la garde présidentielle et tout le reste. Donc vous avez ce lien-là, n'est-ce pas, cette coopération qui est plutôt dynamique entre de nombreux pays africains et Israël. Donc forcément, quand Israël est dans un conflit, nous sommes d'une certaine manière concernés. De la même manière dont effectivement on a des liens plutôt étroits entre de nombreux pays africains et la Palestine. Vous avez d'abord les pays arabes, qui ont cette solidarité-là, parce que avec la Palestine, ils font partie de la communauté, la Oumma, la communauté des croyants. Vous avez également une sorte de solidarité qui va s'expliquer, là on va au-delà des pays musulmans, pays arabes. Vous avez par exemple un pays comme l'Afrique du Sud qui a toujours considéré en réalité être dans une solidarité avec le peuple palestinien parce que ayant vécu une sorte d'apartheid, de la même manière que les Palestiniens subissent, on va le dire comme ça, la domination de l'État juif depuis plusieurs années aujourd'hui, de la même manière dont effectivement les Noirs d'Afrique du Sud ont été soumis à une sorte de politique discriminatoire, n'est-ce pas, de la part du pouvoir, entre guillemets, du pouvoir africaner, du pouvoir boaz et tout le reste. Et donc, cette solidarité-là donc va expliquer aussi que certains États comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, l'Égypte et peut-être aussi dans une certaine mesure le Maroc, parce que le cas du Maroc est particulier. Vous avez donc cette solidarité-là, vous avez cet intérêt-là dans la guerre, n'est-ce pas, qui est lié à cette coopération, à ces liens, n'est-ce pas, qu'il y a entre les pays africains et les deux parties en conflit. Pourtant, le continent a ses propres conflits. La Libye qui est juste à côté, vous avez le Soudan, vous avez le bassin du lac Tchad, vous avez le Sahel. Que peut l'Union africaine, par exemple, dans ce conflit? Y a-t-il un mot à dire? A-t-elle les moyens de sa politique? Oui, je pense que nous sommes dans un monde qui est interconnecté. Nous sommes en plein dans ce que Joseph Nié et Robert Keohane parlent en évoquant le concept d'interdépendance complexe. Vous ne pouvez plus imaginer que l'Afrique vivrait dans son cocon et ne serait pas intéressée par les conflits. Vous savez, la guerre, pour revenir un peu sur cet élément-là, la guerre en Ukraine, contre la Russie nous a rappelé très vite qu'on ne pouvait pas ne pas s'intéresser. Quand les céréales, quand le blé a commencé à manquer, on a compris que ce conflit nous intéressait tout autant, même si nous sommes à plusieurs kilomètres, n'est-ce pas, du champ de bataille, du théâtre d'opération, effectivement. Et donc, aujourd'hui, on est dans la même configuration. Le conflit israélo-palestinien va intéresser les pays africains. Maintenant, en ce qui concerne la marge de manœuvre de l'Union africaine, l'Union africaine peut essayer de se mettre entre les deux acteurs afin, n'est-ce pas, de les ramener à la table de négociation et
et donc essayer d'encourager une résolution pacifique du conflit. Au-delà de cela, il y a pratiquement rien à faire. Maintenant, vous avez vu quand même que depuis le début du conflit, l'Union africaine n'a pas été silencieuse. La frappe récente sur l'hôpital qui a fait, selon certains médias, 500 morts, selon d'autres 100 à 300 victimes. Vous avez vu que l'Union africaine a commis un communiqué où elle n'a pas pris les gants, elle n'a pas tergiversé, elle a dit qu'il s'agissait pour elle d'un coup qui avait été, n'est-ce pas, infligé par l'armée israélienne. Donc je pense que l'organisation panafricaine est dans son droit, mais effectivement, le seul moyen dont elle dispose justement, c'est de se mettre entre les deux belligérants justement pour encourager une solution, mais cette fois-là, une solution pacifique du conflit, mais cette fois-là définitive. Et je pense que... Elle le pourra? En tout cas, elle devrait essayer. Merci bien, merci Dr Fabrice Noah. Je rappelle que vous êtes enseignant de sciences politiques à l'Université de Marois. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan avec le professeur Séverin Tchétchoua Chokonté. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.